AWS a annoncé 83 nouveautés ces derniers 15 jours et j'en ai retenu 7 pour partager avec vous dans ce podcast. Dans ma revue forcément biaisée de ces news, j'ai retenu un nouveau service pour les telcos, des nouvelles instances EC2 basées sur Graviton 3, vous savez, le silicone AWS à base d'ARM, une nouvelle option pour gérer vos instances avec Systems Manager aussi, puis il y aura une nouvelle possibilité pour déployer vos pods Kubernetes, et puis nous parlerons d'améliorations apportées aux API de DynamoDB et de EventBridge qui vous donnent un bénéfice immédiat sans que vous n'ayez rien à changer de votre côté. On en parle dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, vendredi matin, comme d'habitude, le podcast AWS en français. Vous avez été nombreux à nous laisser des feedbacks sur l'épisode de la semaine passée avec TF1 où on parlait de leur architecture de diffusion digitale pour la Coupe du Monde de football. C'est un podcast assez intéressant. Retournez-y si vous vous demandez quels sont les dessous de la scène pour une chaîne de télé majeure pour diffuser comme ça sur les réseaux sociaux, sur vos tablettes et vos téléphones, les images de la Coupe du Monde. On parle de toute la préparation que TF1 a fait pour supporter jusqu'à 3,2 millions d'appareils concurrents qui streamaient de la vidéo pendant la finale de la Coupe du Monde. Si vous êtes fan de football ou de technologie ou les deux, c'est un épisode à télécharger, c'est celui juste avant celui-ci dans votre flux de podcasts que vous trouvez d'ailleurs sur toutes les bonnes applications de podcasts, Amazon Music, Google, Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe et d'autres, j'allais dire les meilleurs, mais non, j'ai cité les meilleurs déjà. Une semaine sur deux, on repasse en revue l'actualité d'AWS des 2 dernières semaines. La première news que j'ai épinglée pour vous, c'est un nouveau service, ça n'arrive pas tous les jours, c'est pour ça que je me permets de le mentionner, même s'il est très spécifique, donc je vais pas aller dans les détails. C'est un service qui s'appelle AWS Telco Network Builder, qui permet de construire un réseau pour des opérateurs télécoms. Alors je sais que parmi vous qui nous écoutez, tout le monde n'est pas un opérateur télécom, ou n'a pas l'ambition ou l'envie de devenir un network télécom, mais j'ai appris plein de choses en lisant le blog post de Jeff Barr qui annonce ce nouveau service, et notamment comment ce service correspond ou respecte certains standards internationaux en matière de communication, et comment il vous permet de déployer de l'infrastructure, de stockage, de réseau évidemment, pour correspondre à ces standards. Je vais pas m'aventurer beaucoup plus dans la description de ce service, parce que j'y connais rien dans le monde des telcos, mais si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, allez jeter un coup d'œil en anglais au blog de Jeff Barr et à la page de service, dont le lien est évidemment dans les notes de ce podcast. Des nouveaux types d'instances EC2, elles étaient très attendues, celles-là, et j'ai vu quelques réactions positives de nos AWS Heroes et d'autres personnes dans la communauté, sur Twitter et dans les autres réseaux sociaux. Ce sont les instances à base de Graviton 3, vous savez, ces processeurs conçus par AWS sur une architecture ARM, conçus par notre filiale Annapurna Labs. Il y avait déjà des C7G, donc des instances Compute génération 7G comme Graviton, donc sur ARM. Ça, c'était depuis mai 2022, donc il y a quasiment un an maintenant, enfin 10 mois en tout cas maintenant. On vient de lancer les General Purpose, donc les M7G et les Memory Optimized R7G. Si vous ne connaissez pas la différence entre Compute, General Purpose et Memory Optimized, les General Purpose ont une balance entre puissance CPU et capacité de mémoire. Les C, donc les Compute, ont proportionnellement plus de compute que de mémoire. Et les R, les Memory Optimized, ont proportionnellement plus de mémoire que de compute. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont sur cette architecture Graviton 3, qui fournit 25% plus de performance que Graviton 2, avec 50% plus de bande passante pour accéder à la mémoire que Graviton 2, et 2 fois plus de floating point performance, de cryptographic performance que Graviton 2, et également une performance par watt qui est meilleure, jusqu'à 3 fois mieux que une instance M6 R6 comparable sur une architecture x86, et ça c'est très important parce que si ça consomme moins d'électricité, ça veut dire que ça consomme également moins d'air conditionné pour le refroidir, et donc au final ça coûte moins cher et c'est meilleur pour la planète. Et évidemment, comme d'habitude chez AWS, on repasse ces baisses de coûts à vous, donc les instances Graviton coûtent moins cher à l'heure, à la seconde, que leurs instances équivalentes sur x86. Donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour votre
portefeuille. Il n'y a pas de bonne raison de ne pas adopter les instances Graviton. Je sais que je devrais pas faire des doubles négations comme ça. Adoptez Graviton, c'est le message. En plus, grâce à Apple, beaucoup de développeurs ont un laptop Graviton, un laptop ARM, pardon, avec de l'Apple Silicon, et vous compilez déjà pour de l'ARM, donc c'est la même architecture CPU sur vos laptops et dans le cloud. La plupart du temps, il faut même pas recompiler, que ce soit des applications en Python, Node.js, en JavaScript, TypeScript, Java, tout ça s'exécute sans aucun changement sur Graviton. Si vous avez des langages compilés comme Swift, comme Go, Rust, évidemment, il faut recompiler, mais la plupart du temps, c'est juste une étape de recompilation. Il n'y a absolument rien à changer dans votre code, sauf si vous allez dans du bas niveau, dans du C, dans des device drivers ou des choses vraiment spécifiques. Mais enfin, pour l'énorme majorité des applications déployées sur une instance Graviton, c'est juste un changement d'une ligne de code dans vos scripts de déploiement continu, que ce soit CDK, CloudFormation, SAM ou d'autres choses. Donc jetez un coup d'œil à ces instances M7G et R7G. Une nouvelle option dans AWS Systems Manager qui permet de traiter toutes vos instances EC2 dans une région comme des instances managées. Donc c'est un clic à faire dans la console de Systems Manager Fleet Manager pour activer par défaut la gestion des instances EC2 pour vous. Comme l'agent SSM est déjà installé sur les instances EC2, à moins que vous l'ayez enlevé manuellement, il n'y a rien d'autre à faire que ce clic dans la console. Alors ça veut dire quoi une instance managée? Ça veut dire que vous pouvez vous connecter de façon sécurisée via Session Manager, plus besoin d'utiliser SSH ou des Bastion Host. Ça veut dire que le System Manager va patcher vos instances automatiquement, va reporter ces instances dans votre vue d'inventaire, donc vous aurez une vue dans la console de toutes vos instances EC2, va également traquer vos instances avec Fleet Manager et mettre à jour automatiquement le SSM adjoint. Donc ces instances seront partiellement managées par AWS et moins d'opérations à faire, pensez aux patchs notamment, qui se feront de façon automatiquement. C'est une configuration régionale à activer dans chaque compte, ça s'appelle Default Host Management Configuration, DHMC, et les détails sont évidemment dans les notes du podcast. Vous avez peut-être remarqué que quand on lance des nouvelles régions, elles ne sont pas activées par défaut, c'est-à-dire que la dernière région qui a été annoncée, je sais plus moi, en Inde ou je sais plus où, je peux pas y déployer d'infrastructure dessus, je dois d'abord aller dans la console et faire un opt-in, ce qui est une manière de se protéger contre des erreurs ou contre des hacks éventuellement de votre compte AWS. Jusqu'à présent, il fallait le faire dans la console, maintenant vous pouvez le faire programmatiquement, c'est ça la nouvelle. Il y a une API qui est accessible également par la ligne de commande, c'est sur la commande account, donc vous tapez AWS account et vous avez deux nouvelles commandes. Il y a get region opt status qui vous retourne la liste des régions qui sont activées ou désactivées pour vous, et puis il y a une commande qui s'appelle enable region qui vous permet d'activer une région programmatiquement. Une petite nouveauté curieuse qui ne concerne a priori personne qui écoute le podcast AWS en français, mais c'est quand même curieux et intéressant et j'ai envie de vous rapporter cette nouvelle. Il y a une nouvelle option pour déployer ce qu'on appelle des Modular Data Center, MDC, Modular Data Center. En gros, ce sont des containers, comme les containers de transport que vous voyez sur les camions sur la route ou sur les bateaux, qui sont remplis de baies Outpost et de devices Snow, donc des devices qu'on met en the edge ou on-premises d'habitude, mais là on les pack dans un container, ce qui nous permet de les shipper, les envoyer très rapidement à nos clients. Alors c'est une offre réservée pour le moment à un de nos gros clients qui est l'armée américaine, qui permet de déployer donc des containers sur des sites d'opération, ce qui permet d'avoir des capacités calcul et de stockage à très faible latence, au plus proche des zones d'opération. C'est une approche intéressante, elle n'est pas nouvelle, mettre des data centers dans un container. Je travaillais chez Sun Microsystems il y a 15 ou 16 ans et Sun avait à l'époque déjà fait cette proposition et que certains clients avaient acheté l'idée de préparer des data centers dans des containers d'envoi tout à fait standards et de les envoyer pour fournir de la capacité complémentaire pour des migrations, des projets, des phases de scaling. C'est un peu l'auto-scaling de l'époque avant que le cloud n'existe. C'est intéressant de voir comment cette idée continue d'évoluer et pour le moment c'est réservé à ce type de client très particulier, mais pourquoi pas, on pourrait imaginer voir cette offre arriver pour d'autres clients AWS.
Tiens, et tant qu'on est à parler du Edge, j'ai brièvement mentionné les Snow Devices. Vous savez, les Snowball Edge, par exemple, ce sont ces devices qui contiennent plein de disques durs qu'on peut vous envoyer par un transporteur, qui vous permettent de mettre des données et puis de les renvoyer chez AWS pour les uploader sur S3 ou le service de stockage de votre choix. Vous pouvez faire tourner du code également sur ces Edge devices de manière à préparer les données qui sont ingérées, notamment des fonctions lambda. Et bien maintenant, vous pouvez également déployer vos pods Kubernetes, puisqu'avec EKS Anywhere, c'est déjà une possibilité qu'on vous offrait depuis pas mal de temps de pouvoir déployer des pods Kubernetes en dehors du cloud, on-prem notamment, et donc avoir un cluster Kubernetes hybride, soit multi-cloud, soit on-prem et le cloud AWS. Et bien maintenant, Amazon EKS Anywhere peut également fonctionner sur les Snowball Edge. Donc si vous utilisez Snowball Edge, Lambda n'est plus la seule option pour déployer du code. Vous pouvez y faire tourner des pods de Kubernetes. Et puis pour terminer, 2 mises à jour un peu en dessous du capot, des mises à jour qu'on fait de façon transparente, sans rien annoncer, mais qui changent les choses pour vous. Parce que souvent, j'entends dire, ouais, le cloud, c'est juste utiliser les ordinateurs de quelqu'un d'autre. C'est vrai, en partie, mais c'est aussi les bâtiments, l'électricité, l'air conditioning, le savoir-faire, les assurances de quelqu'un d'autre. Et puis quand ce quelqu'un d'autre fait des mises à jour, vous en bénéficiez automatiquement sans que vous n'ayez rien à changer. 2 exemples. Le premier, c'est avec DynamoDB et l'API Update Table. Vous savez, DynamoDB, en 2021, a annoncé la possibilité d'avoir différents types de stockage pour DynamoDB en fonction de vos données chaudes ou vos données froides, donc différentes classes de stockage standard, et puis une classe de reduce infrequent access, ça s'appelle, pour les tables qui sont moins souvent utilisées, ce qui vous permet de réduire les coûts jusqu'à 60%. Quand vous changiez une table de standard vers infrequent access, ça pouvait prendre pas mal de temps, notamment sur les grosses tables, des tables de plus de 500 GB de données, ça pouvait prendre des heures. Et l'équipe a décidé que c'était pas acceptable en termes d'expérience utilisateur, expérience développeur, et donc ils ont appliqué plusieurs de nos leadership principles, Customer Obsession, bien sûr, pour vous donner une meilleure expérience, mais aussi Invent and Simplify, puisqu'ils ont changé la manière dont les tables sont mises à jour, ce qui réduit le temps de conversion d'une table de la classe de stockage standard vers Infrequent Access de 97%. 97% plus rapide. Donc là où ça prenait 100 minutes avant, ça prend plus que 3 minutes maintenant. Et ça, vous n'avez absolument rien à faire. La prochaine fois que vous allez faire un update table sur une grande table, vous verrez l'efficacité qui a changé. Donc c'est un bel exemple de comment nous innovons pour vous et comment vous ne devez absolument rien faire pour bénéficier de ces innovations. Et puis dans la même veine, et puis je terminerai avec ça, le blog post de la semaine qui a retenu mon attention. Vous savez que je termine le podcast du vendredi souvent par un blog post. C'est un blog post écrit par Luc van Donkersgoed, qui est néerlandais, comme son nom l'indique. Il travaille pour la Poste en Hollande. C'est un AWS Hero, et la Poste en Hollande utilise énormément de services serverless, Lambda, EventBridge notamment, pour piloter ses centres de tri postaux. Ils utilisent EventBridge pour communiquer entre différents systèmes. Il a écrit un blog qui explique tout cela, le nombre d'événements qu'il traitait, etc. Et il avait remarqué que dans EventBridge, il y a un temps de latence. Donc EventBridge, si vous ne connaissez pas, c'est un bus de données. Une application poste un événement sur le bus, et puis d'autres applications peuvent s'abonner à ces événements et recevoir ces événements. Donc c'est un moyen pour découpler la communication entre vos applications. Et donc il avait remarqué une latence sur ce bus qui pouvait aller jusqu'à 400 millisecondes, 500 millisecondes. On ne parle pas de la latence pour poster et récupérer les données via des queues, d'autres mécanismes, HTTPS par exemple. On parle vraiment le temps de latence dans le bus. Alors souvent quand ce sont des applications asynchrones, c'est pas catastrophique s'il y a de la latence, et donc ils utilisent énormément EventBridge avec des millions de messages par jour. Mais pour certains use cases, ça pose problème. Et Luc, dans son blog post, explique qu'il voudrait utiliser EventBridge pour piloter les machines de tri. Vous imaginez un tri postal, une grande salle, un grand hangar avec des rubans, ce qu'on appelle rubber bands. Vous savez, ces tapis roulants
roulant qui défile à toute vitesse pour trier les colis, savoir quand est-ce qu'il faut l'éjecter à droite ou à gauche pour qu'il soit délivré via la bonne camionnette, via le bon camion. Les décisions de routage des colis doivent être prises relativement rapidement parce que ce tapis roulant avance à pleine vitesse et donc on ne peut pas attendre 2 secondes avant d'avoir une décision. 2 secondes après, votre colis a peut-être déjà loupé sa sortie. Donc ils n'utilisaient pas encore EventBridge pour ce cas-là à cause de la latence. Et soudainement, la semaine passée, sans qu'il fasse rien, Luc a remarqué que dans ses dashboards de monitoring, la latence d'EventBridge a diminué de 67% en moyenne pour leur cas d'utilisation. Elle est autour d'1 seconde maintenant, là où elle était à plus de 4 secondes avant, pardon, à 400 je m'en mêle dans les mesures, et autour de 100 millisecondes maintenant, donc 1/10 de seconde, là où elle était à 0,4 avant, donc à 400 millisecondes avant, donc 67% de réduction, ce qui ouvre la porte pour eux à des tas de cas d'utilisation nouveaux, notamment des cas plus real-time, avec des guillemets, notamment pour piloter ces machines de tri de courrier. À quoi c'est dû? De nouveau, à des changements qui ont été faits côté EventBridge par les équipes, sans annoncer rien à personne. On ne fait pas de grands press release ou d'annonces. Ce sont juste de l'amélioration continue qu'on apporte à nos API et à nos services et dont vous bénéficiez automatiquement sans avoir rien à changer. Voilà, longue explication, mais allez lire, si vous lisez l'anglais, allez lire le blog post de Luc. Il est passionnant, d'abord sur le use case serverless de la poste hollandaise en général, sur ces cas d'utilisation d'EventBridge qui n'étaient pas possibles avant et qui sont possibles maintenant, et sur la manière dont il avait observé leur dashboard, leur métrique, leur a permis d'observer ce changement donc qui est apparu la semaine dernière. Voilà, merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Je suis en train de travailler sur plein de blog posts, c'est pour ça que mon esprit divague parfois sur des blog posts. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. La semaine prochaine, on parlera de Bytel avec Bouygues Telecom, donc on reviendra au monde des telcos, on parlera d'une solution qui s'appelle Wiz également. Ça sera vendredi prochain matin vers entre 7h et 8h du matin, l'épisode sera publié. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.